Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions dans lesquelles nous explorons les coulisses des transformations managériales, écologiques et numériques des individus et des organisations. Aujourd'hui, on reçoit Samy Schlagou, fondateur de Cross the Edges. On est ravis dans le podcast Déclic. Bonjour Samy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement un petit peu ton projet déjà avant d'aborder un petit peu le vif des questions, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas le projet? En moins d'une minute, Allez, on s'est lancé sur un challenge de créer une nouvelle propriété intellectuelle, donc une nouvelle saga qui sera composée donc de romans, mais aussi de jeux vidéo et de films d'animation. Le tout à Marseille. à Marseille, bien sûr. Tu as su allier dans ton projet donc technologie, narration, passion dans tes projets, comme The Cross Ages. Tu viens de l'univers du jeu de vidéo, t'es un passionné, et donc du numérique. Pourquoi avoir introduit l'aspect humain en hybridant tes jeux? Je pense que c'est la base de tout. Même avant donc de faire du jeu vidéo, j'ai toujours mis l'humain au centre. Je pense que quand on donne une vraie considération à l'humain, le résultat n'est qu'agrandi. Donc vraiment la baseline de notre société a toujours été mettre l'humain au milieu et voir ce qu'il en ressort. L'humain, c'est vrai que ça fait partie aussi de ton management, la manière dont tu aimes animer tes équipes, tes différentes équipes, elles sont nombreuses. Rêver grand, croire à des idées, collaborer avec passion, ce sont des valeurs que tu incarnes beaucoup dans tes projets. Comment tu les insuffles justement à tes équipes pour entretenir un petit peu cette culture de l'audace, de l'intuition, de la créativité? J'essaye, je pense que c'est contagieux. C'est comme la bonne humeur. Quand on est content, bah, tout le monde est content. C'est un peu pareil en fait. La partie humaine, c'est en montrant l'exemple par soi en premier, en essayant d'avoir le meilleur des comportements, c'est-à-dire dire bonjour à tout le monde tous les jours, passer du temps avec les collaborateurs, essayer de les comprendre et de les connaître. C'est toute la différence. Euh, c'est important de comprendre que chez nous, on est une petite structure, hein. On a moins de 70 personnes. Et le but, c'est pas de devenir une très très grosse entité parce qu'on serait pas capable de la gérer. Mais aujourd'hui, de cette manière-là, ça marche très bien parce que il y a un lien qui existe et je connais tous mes collaborateurs. Même ceux qui ne sont pas forcément basés à Marseille, ceux qui sont basés Ouais. sur d'autres continents. À la base, ceux qui étaient donc à Tokyo, ceux qui sont à Tokyo, ils viennent de Marseille. Donc ils sont partis ouvrir à Tokyo et nos collaborateurs donc japonais, on va les voir au moins 2 fois par an et on les connaît très bien. Et comment vous communiquez justement pour... c'est une fois par semaine? Une fois par semaine, tous les mardis matins, on a le rendez-vous général où toute l'équipe se réunit ici avec ceux qui sont en France, ceux qui sont en distanciel. Donc du coup, on a créé un événement qui est le petit-déj du mardi où il y a des pains au chocolat, des croissants et des jus. Donc tout le monde est là à l'heure généralement. Et c'est un bon moment parce que ça permet de savoir un peu ce qui s'est passé la semaine précédente et ça permet de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça permet aussi aux collaborateurs de savoir exactement dans quelle direction ils vont. Hmm. Et ça, c'est très très important. Ça donne une certaine clarté, une lisibilité. Et ça fait partie, on va dire, de l'ADN de notre structure et surtout de ce qui fait que ça avance. Que sur toutes les transfos managériales, ressources humaines, il y a aussi cette manière de travailler aujourd'hui. Tu l'évoquais, la manière un peu hybride à distance et puis en présentiel. Toi, tu me disais en préparant l'interview justement que tes équipes à Marseille, tu souhaites qu'elles soient basées ici, Complètement. pas trop de distanciel. On essaye de limiter le télétravail, le remote. Et c'est vrai que j'ai un vrai faible pour le présentiel, pour la simple et bonne raison que ça me permet de voir mes collaborateurs, de parler avec eux et de les voir évoluer au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence, c'est d'avoir en fait ce lien avec les collaborateurs. Pour la partie Asie, c'est aussi du présentiel. Et on avait donc 2 de nos collaborateurs qui souhaitaient vivre en fait en Asie Mhm. et développer en fait la partie donc japonaise parce qu'elle représente 20% de notre chiffre aujourd'hui. Ça faisait sens pour nous de nous installer au Japon et d'ouvrir une entité japonaise. Mm. Et toi, du coup, comment tu fonctionnes entre ces différents sites que tu as aujourd'hui à travers le monde, justement pour œuvrer avec ce management Alors, c'est exactement la même logique parce qu'en fait, les collaborateurs qui étaient donc auparavant en France ont passé 3 ans en France, 4 ans pour certains, et donc du coup, ils ont exactement la même logique entrepreneuriale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. La méthodologie, c'est la même, le Gantt et le planning, il est similaire, les tâches, elles sont affectées. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 8 heures d'avance pour l'Asie. Donc, on a un décalage Oui, il y a le horaire. décalage horaire. Exactement. Et donc, du coup, l'équipe en Asie, en fait, prépare en fait son travail en amont. Et lorsque la France se réveille, ils ont déjà quasiment fini la journée. Et pour certains, il reste quelques heures pour compléter. Donc, du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un cycle presque complet.
Et du coup, tes journées, est-ce qu'elles ont un début et une fin avec tous Euh, ces décalages horaires? Au final, tu as toujours des équipes qui travaillent? ouais, bah, moi, j'ai mon rituel, je me lève à 5 heures tous les matins. Et donc, du coup, je finis un peu plus tard. Donc, ça me permet un peu de couvrir les deux continents. Ouais, Il faudrait juste rajouter les US pour faire les 3 fois 8. pour bientôt peut-être. Exactement. Tu t'es battu aussi pour réunir des fonds afin de transformer une partie de la rue d'Aubagne à Marseille, qu'on connaît tous, comme future rue e-sport. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet qui va permettre à notre territoire certainement de devenir un leader dans l'e-sport? Ah, avec plaisir. Donc, ça a commencé en 2012. Ce projet, en fait, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et le but, en fait, c'était de transformer des locaux abandonnés, des locaux commerciaux, des garages moto, en structures qui allaient produire du jeu vidéo. J'ai eu la chance de rencontrer deux copains d'école de Remède qui s'appellent Benoît Jaubert et Mathieu Brugière, qui sont donc les fondateurs de Babel Community, Mm. qui ont donc une très belle entreprise dans la région et qui m'ont vendu en fait ces locaux Deux vacants. espaces de coworking, c'est ça, hein, Babel Exactement. Community. Ouais, exactement. Donc, ils ont récupéré aussi les terrasses à une nouvelle galerie avec Ciel et qui ont fait des super beaux projets. Et donc, à l'époque, ils m'ont vendu en fait les bas d'immeubles. Eux louaient les immeubles, mais le bas, ils n'en faisaient rien. Donc, j'aurais racheté les bas d'immeubles avec les caves et on a réaménagé beaucoup de locaux, donc des modules de 350 mètres carrés pour développer nos équipes. Et au fur et à mesure des années, entre 2012 et 2018, on s'est dit que c'était bien d'avoir des petites épiceries, mais d'avoir en fait un hub, ce serait génial. Et c'est à ce moment-là qu'est née en fait l'idée de créer en fait un cube créatif. Ça Alors, a pour les mis, auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaisseraient pas le terme de hub, est-ce bah, que tu peux oui, juste donc expliquer? un hub, c'est un carrefour en fait qui nous permettrait de réunir tous les talents d'un même écosystème. Dans le cas échéant, c'est le jeu vidéo. Et mon but en fait, c'est de réunir tous les acteurs du jeu vidéo, qui soient donc à l'étranger ou ailleurs, et de les faire venir tous en France et de les faire collaborer dans une même ville, Marseille, et dans un même endroit, le Creative Cube. Et pourquoi Marseille? Qu'est-ce que tu y mets dans cette ville aujourd'hui, dans tes projets? Parce que tu es né à Paris, tu es à Marseille depuis ton enfance. C'est Qu'est-ce que tu ça. y mets dans cette ville? Beaucoup d'émotions. C'est vraiment énormément d'émotions. C'est une touche émotionnelle. J'ai toujours voulu participer au tissu économique régional. Alors dit comme ça fait un peu pompeux, mais plus sérieusement, j'ai toujours voulu participer et faire en sorte de faire avancer ma ville. Je sais qu'on a un potentiel qui est fou, euh, pour beaucoup qui est méconnu, mais on a un nombre de talents qui est incalculable dans cette ville. Et je me suis dit, ce serait dommage de les voir partir dans la capitale ou même ailleurs. Et donc, du coup, pourquoi ne pas créer un endroit où on pourrait en fait fédérer et surtout donner envie à des entrepreneurs de s'y installer? Et dans ce monde où tout va très vite, on a évoqué tout à l'heure qu'on a préparé l'interview, où la tension elle est difficile à capter justement avec les réseaux sociaux, Ouais. avec tout ce numérique, où les tendances changent souvent. Comment on réussit à créer quelque chose de vraiment pérenne? Comment on essaie de créer une marque, un produit, une relation client de manière durable? Ce serait arrogant de dire qu'on a trouvé la solution. Je pense qu'on a trouvé les clés. Et ces clés, en fait, c'est d'essayer de réunir tout le monde, non pas sous un même thème, mais sous une même ambition, une même envie d'avancer. Je pense que quand on met des collaborateurs et qu'on met des personnes qui ont envie d'avancer ensemble, on peut réussir à faire quelque chose de grand. Bien sûr, ce qu'il faut, c'est l'union et surtout une bonne voie à suivre. Et quand on a cette voie à suivre et qu'on a un modèle où on se dit pourquoi pas, ça marche. Et en fait, le but pour Crowd Edges, c'était de réussir à l'international pour mieux s'implanter en national. Et au final, c'est logique. Si on voit une structure qui est partie de rien, parce que je pars quoi, de la rue Tapivert, on se dit, bah, aujourd'hui, il a des partenaires, des investisseurs qui viennent du monde entier, des majors et des licornes. Euh, Pourquoi pas? Hmm. Et c'est un peu l'ambition, c'est un peu l'idée, surtout de montrer à d'autres entrepreneurs de la région que tout est possible. Quel que soit d'où on vient, quel que soit du quartier d'où on vient, on peut réussir. Et dans ce monde qui s'accélère, justement, les partenariats que tu développes, ils sont nombreux. Est-ce que tu vois une évolution dans la manière d'aborder des nouveaux partenaires, d'entretenir aussi les partenariats passés? Comment tu... On a une logique en fait un peu similaire à celle de notre structure, c'est que on informe nos collaborateurs et les investisseurs depuis 2021 tous les mois avec une newsletter pour être informés de tout ce qui se passe. Et aussi grâce à des événements où on les invite, on les convie. Donc, on organise le championnat du monde tous les ans à Marseille et on invite en fait nos investisseurs. Et beaucoup d'entre eux prennent leur billet d'avion de Singapour, de Chine, du Japon pour venir assister à cet événement-là. Donc, tu fidélises ta communauté ou des investisseurs aussi par une newsletter, parce que pour ceux qui nous Complètement. écoutent, ça peut être des outils hyper importants. Du coup, Ouais. une newsletter, des événements Et du merchandising. et du On merchandising. leur crée, en fait, on a créé une gamme de merchandising où la couleur bleu et blanc, qui représente Marseille,
elle est liée uniquement aux membres de l'équipe et aux investisseurs. Si vous allez dans la rue et que vous trouvez quelqu'un avec un bombers bleu et blanc, vous savez qu'il travaille chez Cross the Edges. Si par contre il est blanc ou noir, gris ou blanc, c'est que c'est un produit qui est attaché dans le commerce. Et du coup, en fait, c'est impossible de se procurer ce merchandising si vous ne faites pas partie de la société. Et ça a touché les investisseurs. Parce que très très peu de sociétés leur envoyaient du merchandising avec leur logo, avec le nom qui était estampillé sur le côté. C'est vraiment des produits sur mesure. Et ce qui est assez chouette, c'est que quand ils viennent à Marseille, ils ramènent leur merchandising et c'est génial. Donc c'est aussi une manière de Ils fidéliser. exportent aussi, du coup, à travers le Ils monde. exportent aussi Des ambassadeurs. complètement. Des ambassadeurs gratuits qui ont une influence assez importante où ils se déplacent avec du merchandising Cross the Edges. Et comment tu envisages du coup l'avenir dans ce monde-là qui évolue donc très vite pour le e-sport, avec l'émergence de l'intelligence artificielle dont on a parlé en préparant aussi l'interview, qui prend de plus en plus de place avec les technologies de réalité augmentée et virtuelle. Quel est ton point de vue par rapport aux développeurs et ses utilisateurs? Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut pas en avoir peur et il faut vraiment prendre le pas pour apprendre à les utiliser et les maîtriser. Au mieux on les comprend, au mieux on sait les utiliser et au moins on perd de l'avance. Je pense vraiment que l'IA, c'est un peu comme Internet il y a 30 ans, où beaucoup de gens ont vu Internet comme quelque chose de mauvais, de néfaste. Regarde, je vais prendre un cas tout simple. On va prendre Virginie Megastore, qui était une enseigne qu'on connaissait très bien. À l'époque, en fait, Fnac a fait le virage en mettant Internet, en mettant des ventes en fait sur Internet. Et à l'époque, Virginie disait, mais on va pas vendre sur Internet. Ça représentera jamais ce que représente la vente terrestre et la vente en fait sur local. Et en réalité, on se rend compte que d'avoir peur de cette technologie, c'est un frein majeur. Et surtout, à cette rapidité et avec l'évolution qu'on a aujourd'hui, ce serait dommage de se priver d'outils qui peuvent réellement accélérer le processus Mm. et surtout aider à améliorer une structure sur des process qui sont généralement rébarbatifs ou qui sont parfois chronophages. Et je pense sincèrement que d'utiliser cette technologie artificielle à bon escient avec une charte comme on a nous ici, ça peut être qu'un plus. Pour rester uniquement sur de la valeur ajoutée et dédier ce qui peut être récurrent à des Complètement, agents IA, par exemple. complètement. Pour ajouter deux mots sur ça, aujourd'hui, on a un très grand nombre d'artistes. Notre structure, elle est composée, la moitié en fait de notre équipe est composée d'artistes. C'est pas parce que on s'est mis à utiliser l'IA que on a viré des postes, bien au contraire. Ça Ça, permet c'est en important fait, pour les chefs d'entreprise qui nous écouteraient bien et sûr, qui sont sur de la transfo, justement, transformation numérique, managériale. complètement. Je pense que l'intelligence artificielle permet un gain de temps sur beaucoup de tâches et permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est extrêmement intelligent et intéressant en fait de former son équipe à prompter, à utiliser ces outils pour aller beaucoup plus loin et avoir une plus grande productivité. Ce qui en fait n'incite pas forcément à virer les gens. Au contraire, il faut les former pour aller beaucoup plus loin et leur permettre en fait de faire ce qu'ils pouvaient pas faire ou aller beaucoup plus vite dans ce qu'ils allaient faire et d'aller beaucoup plus loin au final. Eh ben, merci beaucoup, Samy, pour ton expertise sur ces sujets qui peuvent toucher beaucoup de chefs d'entreprise comme toi. Merci beaucoup pour ta Merci, vision Chloé. et les tendances. Une question bonus? Une question bonus, quelles sont les dates à venir, les dates importantes, les projets importants peut-être que tu peux Alors, nous... on vient d'avoir donc la sortie de notre deuxième produit qui s'appelle Oreille. C'est un jeu vidéo qui est complètement gratuit, qui vient de sortir. Donc, le but, c'est de le sortir d'ici la fin de l'année. Là, c'est une version alpha et de sortir une vraie version donc d'ici la fin de l'année. On va avoir donc un roadshow qui va arriver donc au mois de septembre en Asie. On va se balader un peu partout en Asie pour parler du projet et continuer à le faire grandir. Et on va avoir le championnat du monde à Marseille. Donc, si vous êtes Marseillais, vous êtes le bienvenu. Ça sera donc le 7 et le 8 au Parc C'était le Chano. 8 novembre. Exactement, au Parc Chano, donc durant le Hero Festival. Ça va être un très très bel événement. Et si vous avez envie de découvrir l'univers de Cross the Edges, n'hésitez pas. Et comment on s'est inscrit à cet événement? Il y a des inscriptions en ligne via donc, le site du Euro Festival ou sinon il y aura une billetterie donc, sur place le jour de l'événement. Elle est déjà ouverte. Ouais, elle est déjà ouverte. Bah, prenez vite vos places pour venir à cet événement incroyable de novembre prochain. Merci beaucoup, Samy, à bientôt. Merci, merci beaucoup.